Nouveau rendez-vous, nouveau numéro de Plateau Foot Europe avec l'équipe des spécialistes. Salut Roméo Yétor. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment vous portez-vous? Ça va bien. N'est-ce pas? Armel Waba, ça fait un moment, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous vous portez bien? Très bien. Nous sommes contents de vous revoir. Moi également. Salut Franck Nounyama. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? Ben on va bien, on se plaint pas trop. La forme y est. Oui, on rend grâce. Il est en blanc ce matin. Je ne sais pas si c'est le blanc du Real Madrid ou bien, bon voilà, ou bien de la Juventus, on ne sait jamais. Salut Ezekiel Ayataï. Le blanc de Tottenham. Ou de l'Ajax, qui sait. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va. Vous êtes tout beau aujourd'hui. Hein. Merci. On invite les auditeurs à aller Je serai une femme. Sur le www.radiosportfmtg.com pour télécharger l'émission et voir comment ils sont tout beaux ce vendredi. On va accueillir dans quelques instants Fifi Assobavi et puis notre invité et autre confrère Noël de Souza de Canal FM. Au menu de PFE 562, les demi-finales aller de la Ligue européenne des champions. Messi et le Barça quasiment en finale. L'Ajax enchaîne à Tottenham. En Europa League, Arsenal tutoie la finale. Chelsea garde espoir. Décryptage des rencontres des coupes européennes dans la première partie. La deuxième dresse le calendrier des majeurs avec le suspense totalement entier en Première Ligue et en Bundesliga. Mise en onde, Théo Javon, en réalisation vidéo et l'homme à devant. Je suis Angelo Folikwe, PFE 562. Bienvenue dans la galaxie du foot européen. Ah oui, c'est une mélodie divine quand on l'entend. Fifi Assobavi, salut, comment vous allez? Bienvenue. Je vais bien, Angelo, je salue le plateau et je n'oublie pas les auditrices et les auditeurs. Merci de nous rejoindre dans le studio Messanyamé. On salue également notre confrère Noël de Souza de Canal FM. Salut Noël. Salut Angelo, bonjour à tous les fidèles branchés et content de retrouver le studio bleu de Radio Sport FM. Merci de répondre à notre invitation. Alors messieurs, madame et messieurs, on va s'intéresser, on va pas faire de discrimination, pas du tout. On va s'intéresser à la première demi-finale allée de cette Ligue européenne des champions avec vous Armel Waba. Tottenham qui recevait Ajax. Finalement, c'est l'Ajax encore une fois qui confirme, on peut dire, son embellie dans cette compétition. Oui, une équipe de l'Ajax qui décidément peut battre tout le monde désormais après avoir éliminé le Real et puis la grande Juventus de Cristiano Ronaldo. Cette équipe de l'Ajax est allée une fois sa loi. Pour une fois, ils n'étaient pas à domicile pour la manche aller. Ils étaient à l'extérieur, mais rien n'y fait. Cette équipe de l'Ajax sait maîtriser tous ses déplacements, on va dire, parce que cette équipe, la dernière fois, a quand même été bousculée. Mais en termes de match, totalement à l'avantage de l'équipe hollandaise, totalement, avant que par moment l'orgueil de Tottenham, notamment par l'entrée de Moussa Sissoko, qui entre-temps a remplacé Vertonghen, blessé, a changé ce match-là physiquement surtout parce qu'ils ont été bousculés, mais cette équipe nous a montré qu'elle a du répondant, elle sait aussi résister et avec ce but, encore une fois, très calme. Il avait déjà réalisé face à la Juventus, on se disait que c'était un coup de chance. Non, Van de Beek nous montre là que voilà, il est spécialiste parce que dans les face-à-face, face au gardien, il est tout simplement très calme et très stable pour aller chercher l'ouverture du score. Fifi Assobavi, on va s'intéresser à cette équipe de l'Ajax. Encore une fois, sans complexe, sans pression, elle arrive à sortir son épingle du jeu face à Tottenham, qui plus est, qui évoluait dans son nouveau stade. Oui, on en a parlé le lundi dernier. C'est quand vous prenez cette équipe d'Ajax cette saison, c'est des belles performances à l'extérieur face
face au Real. On se rappelle, c'était une défaite à domicile et le match retour, on l'a vu 4-1 pour les jeunes. Et même chose face à la Juve, et ils ont fait un nul à domicile et ils sont allés battre quand même la Juve dans leur entre, et ils l'ont reproduit. C'est ce qu'on disait la dernière fois, s'il arrive encore à battre cette équipe à l'extérieur, à avoir une victoire à l'extérieur, c'est parti pour eux, hein. C'est peut-être pratiquement fait. Ils vont réussir maintenant peut-être à faire un nul à domicile, puisque depuis le début on sent qu'à domicile ils ne sont pas aussi à l'aise qu'à l'extérieur. Mais déjà c'est intéressant ce qu'est en train de faire ces jeunes là. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'ils soient à l'aise, sans pression, oui, puisqu'on ne les attendait pas du tout. D'ailleurs, les deux équipes, on ne les attendait pas à ce niveau, mais encore moins cette équipe d'Ajax, on ne l'attendait pas du tout à ce niveau de la compétition. Ils savent maintenant qu'ils ont fait le maximum. Maintenant, ils vont jouer comme ils savent le faire. C'est ce qu'ils ont fait face à Tottenham, avec encore cette insolence, et ils ont réussi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils marquent, ils ne prennent pas de but. Vous imaginez, dans cette rencontre à l'extérieur, ils réussissent non seulement à marquer, mais à ne pas prendre de but à l'extérieur. Il faut le faire, et je les vois. En tout cas, s'ils ont toujours la tête sur les épaules à domicile, au moins réussir à annuler et se qualifier pour la finale. Ezekiel, on a vu que cette équipe de Tottenham, certes privée d'Harry Kane, mais Moussa Sissoko qui était de retour, mais on a assisté à une équipe qui était spectatrice en première période. N'eût été la deuxième où ils étaient plutôt réveillés. Oui, en première période, on a vu l'Ajax qu'il fallait ou qu'on a l'habitude de voir, ce qui a énormément dérangé Tottenham. Oui, il y a aussi le choix de Pochettino de jouer en 3-5-2 en première période. Mauvaise option, parce que cette défense-là, surtout sur les côtés, cette jeunesse de l'Ajax s'est exprimée, ils étaient plus à l'aise. Ces dédoublements sur le côté ont énormément dérangé l'équipe de Tottenham. Maintenant, paradoxe, la blessure de Vertonghen a été un mal pour un bien, parce que quand il est sorti, l'entrée de Moussa Sissoko a tout changé dans ce match, puisqu'ils sont revenus en 4-4-2, et ce qui a apporté l'équilibre qu'il fallait à cette équipe. Mais dans le jeu ou dans la réalisation de ces actions, dans la finition de ces actions, ça a été plutôt difficile pour Tottenham, qui n'a réussi qu'un seul tir cadré dans ce match-là. C'est difficile de gagner un match dans ces conditions. Maintenant, du côté de l'Ajax, en deuxième période, l'Ajax a été dominé. Ça nous a permis d'apprendre autre chose sur cette équipe, que c'est une équipe qui peut accepter également subir et ne pas rompre. Donc l'Ajax en deuxième mi-temps, malgré la domination des Spurs, a gardé ses lignes bien fermes, bien soudées, et jusqu'à la fin, cette équipe n'a pas encaissé. On a vu une maturité, le sens du combat, et puis la sérénité dans les rangs de cette équipe, qui a pu finir ce match sans encaisser de but. Donc je pense que c'est une équipe aujourd'hui qu'on a connue peut-être séduisante, flamboyante, mais c'est une équipe qui sait également subir, une équipe qui sait souffrir également. Roméo, est-ce que vous avez remarqué que Son a manqué à cette équipe, ou bien, bon, l'idéal pour Tottenham, c'est quand même de limiter la casse? Je pense que Tottenham a limité les dégâts. Le Sud-Coréen a manqué énormément aux Spurs. Il n'est pas seul. D'ailleurs, Harry Kane, sa présence, bien son absence, s'est fait sentir dans cette rencontre. Dele Alli qui a été absent durant tout le match. Je pense que Ajax aurait pu mieux faire, parce que cette équipe, avec son éternel problème de finition, justement, parce qu'en première période, Ajax pouvait marquer jusqu'à 3 buts. Oui. Et là, c'est un but seulement marqué à la 15e minute, et puis rien jusqu'à la fin de cette compétition. Même si l'entrée en jeu de Moussa Sissoko a stabilisé un peu le jeu des Spurs. Je crois que Ajax aurait pu mieux faire, parce que ne pas marquer assez de buts à l'extérieur, même si on n'en encaisse pas, Tottenham est capable également de marquer en Hollande. Parce que c'est un match de football où tout est ouvert. Franck Lunyama, on va s'intéresser à Mauricio Pochettino. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la limite, ou bien cette équipe de Tottenham est arrivée on dirait à la fin, c'est-à-dire que pour eux, c'est ça, quoi, les demi-finales, et puis après on rentre à la maison? Lorsqu'on voit un peu les statistiques, ça fait quand même 57 ans qu'ils n'ont plus joué les demi-finales. Ils ne sont pas habitués. D'une Coupe
européenne, tous les joueurs qui étaient là étaient des novices, même si l'Ajax également en face n'a plus joué de demi-finale il y a une vingtaine d'années. Donc, je veux dire tout simplement que Mauricio Pochettino a tenté quelque chose qui finalement a buté sur un collectif, sur une détermination, sur une insolence, sur une insouciance des joueurs de l'Ajax. Parce que quand vous avez des joueurs comme ça qui défendent et qui veulent attaquer jusqu'à la mort, vous ne pouvez rien. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Entre-temps, Sissoko, avec son entrée, a quand même essayé de déstabiliser cette défense, mais ils ont laissé passer l'orage. Donc, je pense que depuis que l'Ajax a réussi à battre la Juventus, avec une défense réputée insubmersible, cette équipe n'a plus peur de personne. Et cette équipe peut arriver à bout de n'importe quel club. Et Ten Hag le dit qu'ils veulent aller en finale. Ah oui, bien sûr, naturellement. Et ils sont sur la bonne voie. Je ne vois pas comment, nous sommes en football, je ne vois pas comment Tottenham pourrait aller chercher cette équipe. C'est possible, puisque Son, il est suspendu pour un match. Il sera là de retour. Son sera de retour, d'accord, mais j'ai envie de dire que c'est déjà bien parti pour les Ajacides. Ils ont fait le plus difficile en allant gagner 1-0. C'est important sans encaisser. Fifi le disait il y a quelques secondes. Mais la marge, elle est petite, Franck Munyama. Elle est petite. Ajax peut marquer à n'importe quel moment. Je pense, si les Spurs arrivent à marquer de l'autre côté, Ajax va également marquer. Donc, moi, je vois déjà une finale Ajax-Barcelone. Il n'y a rien à dire. Voilà qui est dit. 30 secondes après, on donne la parole à Noël de Souza. Ezekiel. Moi, j'ai remarqué plutôt que c'est finalement une équipe qui a du mal à jouer sous pression. L'Ajax n'a pas pu gagner à domicile face à la Juve. L'Ajax n'a pas pu gagner à domicile face au Real Madrid également. L'Ajax a danger, c'est ce que vous voulez dire? Oui, je le pense bien. Pourquoi? Parce que dans ce match-là, l'Ajax était un peu dans la peau de favori. Et malheureusement, quand cette équipe a marqué tôt dans le match, après, la pression s'est installée et c'est une équipe qui a déjoué quand même. Même si l'Ajax a réussi à contenir cette équipe, ce n'est plus cette équipe flamboyante qu'on a vue en deuxième période. Est-ce que aussi par moment, il ne faut pas souffrir, subir et après l'essentiel c'est de gagner? Oui, il faut subir. Maintenant, dans quelles conditions? Parce que quand on voit la première mi-temps, c'est une équipe qui pouvait toujours dérouler ce football-là. Ils ont joué frère à main selon vous? Oui, ils ont joué frère à main parce que la pression s'est installée. Et à domicile. Oui, Franck Munyama, après Fifi. Voilà. Vous parlez de Bayern, vous parlez du Real, vous parlez de la Juve. À domicile, c'est des équipes qui ont de l'étoffe, qui ont, on va dire, qui ont quelque chose à revendre par rapport à Tottenham. Et justement, c'est parce que Fifi, Tottenham... Regardez le fil de votre pensée, Fifi, vous voulez réagir? Moi, je voulais tout juste dire que nous sommes quand même en demi-finale de la Ligue des Champions et à ce niveau, il y a aussi les calculs qui comptent. Il n'y a pas question de faire du beau jeu. Il n'y a pas question de faire du beau jeu, selon moi. Maintenant, on peut essayer de marquer. Déjà, à l'extérieur, on essaie de marquer un but. Quand on voit que c'est un peu compliqué d'en marquer encore plus, on peut se contenter maintenant là de défendre et de contenir. Parce qu'à ce niveau, c'est un peu plus compliqué. C'est mon point de vue. On le respecte justement. Et justement, les calculs de l'Ajax pourront lui faire mal. Les calculs de l'Ajax pourront faire tomber l'Ajax parce que c'est une équipe qui a plutôt l'habitude de porter son football vers l'avant. Maintenant, en calculant, parce que en menant au score 1-0 après ce match aller là, est-ce que l'Ajax ne va pas trop calculer et laisser jouer Tottenham et se faire surprendre? C'est la grosse interrogation et ça peut arriver. Noël de Souza, votre avis sur ce match avant de passer au nôtre? Non, moi je pense que sur cette rencontre, l'Ajax a fait ce qu'il fallait faire parce que même si Moussa Sissoko avec son entrée a essayé de stabiliser cette formation de Tottenham, on a quand même vu des occasions pour l'Ajax. Neres qui a trouvé le ras du poteau. Il y a même eu une occasion également pour Van de Beek qui devait normalement le mettre. Donc je dis tout simplement que ça va être plus difficile pour Tottenham en déplacement en terre néerlandaise parce que là, Tottenham est obligé de jouer ce week-end face à Bournemouth. Il doit gagner cette formation de Tottenham quand on voit que il n'y a pas cette profondeur-là de banc qui permet de tourner de l'autre côté de Tottenham, alors que les jeunes de l'Ajax, imaginez, sont à un pas de faire cette qualification-là pour la finale. Donc ça veut tout simplement dire qu'ils vont tout mobiliser à domicile. Et quand je vois qu'avec la manière de jouer de l'Ajax, ils auront toujours des opportunités. L'essentiel, c'est de travailler comment mettre la balle au fond des filets. Je vois
comme Franck Nyama, que Tottenham aura du mal, surtout que Keane ne sera pas sûrement de retour. Et pour citer Ten Hag, il calme tout le monde et il dit tout simplement c'est un bon résultat, mais pour aller en finale, il faut encore progresser. Voilà qui est dit. Ouais. Votre note sur cette demi-finale, allez, la première? L'Ajax? Oui. Sur l'ensemble de la partie? 6 sur 10. Ouais. Roméo? 6,50. Franck Nyama? 7. 7, ah oui, c'est mieux. Fifi Assogbavi? Je donne 7 également. 7 également. Noël, vous? Je donne 6. Ah oui. Ezekiel? Ouais, 6,50. 6,50. Bon, la moyenne, elle est là. Hein. Ça tourne autour de 6. Ouais. De toute façon, c'est plus que 5. Alors, on va s'intéresser au match de mercredi entre le Barça et Liverpool. Oui, on attendait un match tout feu, tout flamme. Fifi, est-ce que vous avez été servi? Oui, dans la qualité de jeu, j'ai encore vu ce jeu à une passe du Barça, et quand on se retrouve rapidement avec Suarez, Messi, et encore Messi qui est allé toute sa classe, non seulement sur le deuxième but, mais également sur ce coup franc là direct qui est allé au fond des filets. Et moi j'ai vraiment été servi. Je le disais avant la rencontre que le Barça était favori. Quand on prend tout ce que le Barça fait cette saison en Liga, et puis quand on voit cette équipe-là avec les qualités individuelles de ces joueurs, il faut s'attendre à tout. Mais je m'attendais à mieux de la part de Liverpool, parce que comparativement à la saison dernière, je me disais que Liverpool a aujourd'hui une meilleure défense, et puis un trio d'attaque qui fait peur à toute l'Europe, et je me disais que vu que Barça aussi encaissait beaucoup cette saison, ce serait un match plus équilibré, et c'est ce que le Liverpool essayait de faire jusqu'à la 75e minute, où on était seulement à 1-0 pour Barça, mais on a vu qu'en 15 minutes Liverpool a totalement sombré avec 2 buts, mais en tout cas c'est mérité pour les Barcelonais, surtout quand on a dans son effectif un joueur qui s'appelle Messi. Il faut s'attendre à tout. Roméo Yetor, on a parlé de cette défense liverpoolienne avec un Van Dijk qui constitue un roc, mais selon vous, qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché du côté des Reds? Je pense que c'est de l'inattention au niveau de la défense, parce que le premier but, Liverpool pouvait l'éviter. Mais la défense a connu un moment de relâchement, et Luis Suarez, comme un opportuniste, a poussé le ballon au fond des filets. Le deuxième également, le ballon qui a heurté la barre avant que Messi ne reprenne le ballon. Je crois que le système de Jürgen Klopp a fonctionné jusqu'à un moment donné. Avoir une clé pour Léo Messi, cerner Léo Messi, ne pas donner assez d'espace à Léo Messi, ils ont réussi cela. Maintenant, derrière, on sait que le Barça s'est adapté au jeu de Liverpool, parce que les Barcelonais, ils aiment posséder le ballon, mais Liverpool a la possession du ballon, donc les Barcelonais ont attendu seulement Liverpool mais faire c'est quand même jouer contre nature, Roméo. Mais c'est ça aussi le haut niveau. Valverde sait que ces joueurs ne peuvent pas disputer le ballon aux joueurs de Liverpool, parce que Salah, Mané ou encore Keita étaient là pour apporter l'assaut offensif dans le camp des Barcelonais, et la défense du FC Barcelone qui s'est mieux comportée. Gérard Piqué, ces replacements l'ont aidé à sauver Barça dans des situations dangereuses, sans oublier le goal Ter Stegen qui a également fait un très grand match. Je pense que Liverpool s'est donné trop de plaisir à jouer. Ils n'ont pas calculé, ils n'ont pas fait de petites attentions pour pouvoir marquer. C'est vrai que la défense du FC Barcelone veille au grain, mais Liverpool aurait marqué ne serait-ce qu'un petit but dans cette rencontre. Je pense que ça devrait encore laisser plus de marge ou bien d'espoir à Liverpool, mais couler 3-0, même si c'est Messi qui a porté un moment cette équipe. Messi sur des actions individuelles arrive à décanter la situation. Je crois que c'est bien pour le FC Barcelone, mais je suis resté un peu sur ma soif, parce que je voudrais voir un autre Liverpool plus efficace. On va s'intéresser d'abord à la déclaration de Lionel Messi, peut-être l'homme de ce match, qui s'est offert un doublé, et après nous revenons pour le débat.
4-0, c'est un mieux que 3-0, mais c'est un très bon résultat. De ne pas avoir pris de but, c'est très bien. On a été supérieur, on est allé chercher ce résultat. On a mis la pression. En deuxième période, ils nous ont mis la pression. Et on n'a pas eu beaucoup d'occasions parce qu'il y avait un pressing très haut. Et eux, ils voulaient absolument marquer parce que quand on n'est pas à domicile, évidemment, le fait de marquer un but, ça fait la différence. Mais on a subi et on a réussi à sortir la tête de l'eau. Franck Nouyama, la réaction de Messi d'après-match? Oui, je pense que c'est un très bon résultat. Le fait d'ailleurs de ne pas encaisser à domicile, c'est très 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 bien dans ce genre de compétition. Et face à Liverpool, j'ai envie de dire que Liverpool qui était attendu, on ne l'a pas vu. J'ai pas vu un Barça génial, mais j'ai vu un Barça solide. Et lorsque vous voyez un peu le premier but, Roméo le disait, il y avait la défense qui s'est oubliée complètement. Il y a eu un coup d'opportunisme, de détermination de Suarez. Le deuxième but, on peut le dire, c'est un coup de chance parce que le ballon va rebondir sur la barre avant de revenir sur Messi, comme s'il y avait de l'aimant. Le troisième but, rien à dire, c'est du laser. Rien à dire. Donc, je pense que dans l'ensemble du match, Liverpool a tenté d'étouffer en début de match le Football Club Barcelone et ils ont été très intelligents et c'est un peu la marque un peu d'Ernesto Valverde. Ils ont laissé les Anglais jouer, ils leur ont donné l'impression d'être au-dessus, d'être maître d'une domination qui est à la fin infructueuse. Donc c'est à partir de ce moment-là que le Barça a posé son jeu. Il n'y avait pas de domination outrageuse du Football Club Barcelone. C'était presque équilibré. Ils n'ont pas été, j'allais dire, efficaces mais réalistes. Voilà, sur les 3 buts. Donc je pense que Liverpool... Des regrets pour Liverpool? Oui, bien sûr. Ils ont essayé d'étouffer parce qu'en première mi-temps, lorsque vous voyez au-delà de la ligne médiane, il y a toujours au moins 7 joueurs de Liverpool dans le camp du Football Club Barcelone. Clairement offensif, il faut jouer. Voilà, donc de l'autre côté, il y avait 3 ou 4 au plus du Barça. Donc ça veut dire que le Barça ne voulait pas quelque part se dépenser, perdre de l'énergie. Et laisser des espaces à ces flèches que sont Mané et Salah. Le coup, et aujourd'hui, je pense que Liverpool est tombé un peu dans un piège et ça va être très compliqué. Nous sommes en football, mais c'est déjà fait, j'ai envie de dire aussi. Et beaucoup pensent déjà que le Barça a les 2 pieds en finale. Vous pensez la même chose? Mais bon, je laisse cette question pour lundi prochain, parce que là, on parle de l'actualité. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette équipe de Liverpool? Oui, c'est une équipe qui est devenue très grande aujourd'hui en Europe, rien à dire. Oui. Je pense que depuis l'arrivée de Jürgen Klopp, c'est une équipe qui s'est construite, qui est devenue de plus en plus forte. D'abord, la finale de l'Europa League, l'année passée avec la finale face au Real en C1. Et puis la confirmation cette saison encore arrivée tout de même à l'étape des demi-finales. C'est déjà une très grosse performance. Mais pour moi, Liverpool est très très grand, mais le Barça est exceptionnel tout simplement. C'est la leçon que j'ai retenue. Parce que dans ce match-là, comme les autres l'ont dit, Liverpool a véritablement dérangé le Football Club Barcelone. Le poteau de Salah, l'occasion de Mané, Miner est passé par... Une fois le Barça est sorti de ce match en ayant la possession en infériorité. Ce qui est rare. Ce qui est même presque impossible pour le Grand Barça. Mais c'est là où justement se trouve la force désormais de cette équipe de Barcelone. Parce qu'avec Valverde, oui, il faut avoir le ballon, mais il faut aussi des fois souffrir. Aujourd'hui, le Barça s'est souffrir. À d'autres saisons, face à l'Atlético, on a vu le Barça, dès que cette équipe est bousculée, elle est outragée, elle commence par fléchir. Mais le Barça désormais de Valverde, c'est ce Barça-là qui peut aller aussi souffrir dans sa peau, mais qui derrière se montre très très impitoyable. Et ça, c'est la force d'une très grande équipe. J'ai envie un peu de comparer ce Barça-là au Real, parce que le Real, dans ses 3 titres, a pratiquement aligné les mêmes scénarios. Le Bayern était là, le Bayern bousculait le Real, mais le Real derrière se montrait totalement réaliste et marquait les buts au bon moment. Marquait les buts, mais quand même, pour terminer, il va falloir pour Jürgen Klopp de repenser son football. Oui, c'est un super entraîneur, mais un entraîneur, c'est aussi son CV. Et pour le moment, ce n'est pas trop reluisant.
parce que c'est beaucoup d'échecs en finale ou en demi-finale. Il va falloir changer cette donne de la part de l'Allemand. On va s'intéresser à un aspect du côté de Liverpool, Ezekiel. La sortie de Naby Keïta a-t-elle été, on peut dire, préjudiciable pour cette équipe des Reds? Oui. S'il était là, le match aurait été d'une autre tournure? Oui, on connaît l'abattage physique de ce joueur, l'intensité qu'il peut apporter au milieu de terrain dans la récupération et relancer les flèches que sont Salah ou Mané. Oui. Maintenant, il n'était pas là. Et oui, ça a joué forcément contre Liverpool. Peut-être avec sa présence, on aurait eu peut-être un autre match. Malheureusement, c'est aussi ça le football. Ce sont des faits de jeu qui faussent tout, qui changent complètement la physionomie des rencontres. Maintenant, dans le contenu, je pense que Jürgen Klopp, de son côté, a réussi son match tactiquement. Ce qu'il a voulu mettre en place, ça a marché. Moi, je trouve. Maintenant, c'est pas à Jürgen Klopp de mettre, par exemple, ce ballon que Salah pouvait mettre au fond. Ah oui, c'est une grosse occasion manquée. Le poteau de Salah. Voilà. Et puis, on a eu un Ter Stegen qui a été brillant tout simplement dans ce match, qui a sorti des ballons qui prenaient la direction des filets. Donc, je pense que du côté de Liverpool, oui, forcément, il y aura des regrets parce qu'on n'a pas pu marquer ce but-là qui pouvait tout changer pour le match retour. Côté catalan, moi je n'ai rien vu de nouveau que ce qu'on voyait depuis l'arrivée de Valverde à la tête de cette équipe. Oui. Avec Valverde, c'est un Barça qui peut souffrir, c'est un Barça qui n'est pas obligé d'être flamboyant, mais un Barça efficace. Surtout, on connaît les accélérations Ils ont compris, se sont-ils appuyés sur les réussites du Real ces 3 dernières années? Oui, une équipe qui n'est pas flamboyante, mais à la fin on remporte la coupe. Oui, Valverde, ce qu'il a mis en place, c'est que c'est un Barça qui peut jouer bas, accepter de subir, et sur les contre-attaques, ça va très 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 vite. On a vu avec Messi ses accélérations. Dembélé pouvait marquer. Il avait un but tout fait qu'il a raté. Donc c'est aussi ça le nouveau Barça, le Barça de Valverde. Donc je crois bien que dans ce match, le Barça est resté dans sa philosophie de jeu. À la fin, ça a marché. Oui, on parle de Messi, on parle de Suarez, 7 tueurs de 100 fois, mais il y a aussi eu un joueur importantissime dans ce match. Il s'agit bien de Arturo Vidal. Ah oui, justement, qui a été pratiquement au forum. Qui a été exemplaire de détermination et d'envie, brillant par sa faculté à se jeter, à mettre le bout du pied là où il faut justement pour faire sortir un petit ballon. En tout cas, il a été précieux dans ce match. Et puis il a rapidement eu un carton, mais jusqu'à la fin, il a évité ce deuxième carton jaune là qui pouvait être synonyme de rouge. Ça, c'est aussi une qualité en connaissant le Chilien sur son tempérament. Voilà, on le connaît. On va écouter Jürgen Klopp au sortir de la rencontre face au Barça. Lionel, j'ai rien à dire. Donc, bien sûr, le coup franc est incroyable. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense qu'il a déjà remporté énormément de trophées dans sa vie. C'est un footballeur formidable. Mais évidemment, on ne peut pas défendre sur lui pendant 90 minutes. C'est comme ça. On a vraiment joué un très bon match de football et nous n'avons rien obtenu. C'est la dure réalité, mais c'est pas la première fois dans ma vie que ça m'arrive. Mais bon, on réessayera. Ce sera pas facile. Ah oui, il a dit, il a été très honnête et fair play. On comprend que c'est un grand professionnel et lucide. Il dit qu'on a fait notre football, mais on n'a rien gagné à la fin. Noël de Souza, ce coup franc, ce missile de Lionel Messi qui vient couronner sa carrière, ça fait 600 buts en carrière. C'est énormissime de la part de la star argentine. Oui, Messi, il est tout simplement énorme. On a l'impression que vous perdez votre latin. Oui, je pense que ce joueur-là, plusieurs personnes ont l'habitude d'évoquer tout ce qu'ils font. Je parle également de Ronaldo, mais Messi pour moi est unique avec son toucher et tout ce qu'il peut faire, surtout désormais avec ce brassard-là qui, à mon humble avis, là, donnait d'autres réflexions. Il est plus là. Quand on voit comment est-ce qu'il était en train de respecter Arturo Vidal sur cette passe, il lui disait, mais tu as l'opportunité de mettre ce but-là. C'était impensable. Messi n'avait pas cette qualité entre-temps. Je pense que ça peut-être l'aider dans un futur avec l'équipe d'Argentine. Et quand on voit un peu la qualité du joueur sur le match, et je dis tout simplement que souvent les médias jouent pour ces deux joueurs-là. Avant le match, la confrontation Vidal-Messi, tout ce qu'on faisait, je pense que mentalement...
Non, avant le match face à Liverpool, Messi, Van Dijk, d'accord. Oui, quand vous faites déjà ça, c'est démoraliser l'autre joueur parce que Messi sait déjà ce qu'il va faire sur l'aire de jeu. Van Dijk aussi le sait. Van Dijk le sait, mais Van Dijk souvent, entre-temps, avait joué face à Messi, mais il n'avait pas cette capacité-là de le stopper. Van Dijk, qu'on le veuille ou non, c'est en quelque sorte une autre révélation. Mais sur cette rencontre, permettez-moi de revenir un peu. Je pense que Valverde a quand même donné sa touche en prenant cette responsabilité-là de mettre Arturo Vidal sur le terrain d'entrée de jeu. Parce qu'on se posait plusieurs questions. Est-ce que ce n'est pas Arthur qui a un peu plus de la capacité avec les jeux de passe du FC Barcelone d'être là? Mais il a compris qu'il faut laisser le ballon à Liverpool et un ami m'a dit mais Valverde il a tout simplement visualisé la rencontre Man City-Liverpool de l'année passée. Il a compris que pour pouvoir frapper Liverpool, faut cette fois-ci les laisser jouer et les rentrer dedans. Et je pense que le regret pour Liverpool, c'est de n'avoir pas marqué ce but-là, parce que moi je le vois sincèrement encore encaisser du moins un but du Barça à domicile, parce que Suarez, comme il sait bien le faire, il va toujours déranger la défense, il va toujours se chamailler avec eux, histoire de les rendre un peu inattentifs et puis profiter. Et quand on sait que Messi désormais sur un coup franc, mon ami Becker va encore... c'est votre ami? Ouais. Ah, d'accord. de toutes les manières, on reviendra sur cette demi-finale retour lundi déjà dans PFE. Les matchs retour ont lieu mardi et mercredi. Alors, on va passer à autre chose. Alors, hier également, c'était les demi-finales aller au niveau de la Ligue Europa. Arsenal-Valence. Arsenal qui prend une sérieuse option par rapport à cette finale-là qui aura lieu, je le précise, à Bakou, en Azerbaïdjan. Vous connaissez ce pays? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Là, c'est intéressant. Non, je pense que Unai Emery est en train de mettre sa patte. C'est une compétition qu'il connaît, le technicien espagnol, pour l'avoir remporté déjà 3 fois de suite. Oui. On a comme l'impression qu'il se sent beaucoup mieux en Europa League quand c'est mais bon, c'est un travail énorme. Et puis, ce match quand même qui partait à l'avantage pour moi des Gunners, déjà dans le vécu, parce que Valence, ces dernières années, ce n'est pas forcément une grande équipe. C'est une très belle équipe, mais une équipe qui quand même, arrivée à ce stade de la compétition, pour moi, a clairement montré ses limites. D'accord. Donc voilà l'opportunité désormais pour Arsenal. D'ailleurs pour 2 clubs anglais, puisque Chelsea aussi est là, d'aller chercher ce titre-là, synonyme de qualification directe pour la C1 l'année passée, parce que dans le classement au niveau de la Première Ligue, on imagine bien qu'Arsenal n'ira pas chercher cette place parmi les 4 pour accéder à la C1. C'est compliqué pour eux en championnat. On va s'intéresser à Francfort. Franck Lunyama qui fait une belle opération face à Chelsea. Et notre ami Lukajovic a encore marqué dans cette partie. Oui, belle opération. C'est à domicile, partout. Pour Chelsea. Oui, pour Chelsea. Naturellement. Donc Francfort qui n'a pas su protéger le but de Lukajovic, qui à l'arrivée, on va dire, s'est incliné sur ce super but de l'Espagnol Pedro qui donne beaucoup d'espoir d'ailleurs au Blues, même si hier ils étaient en jaune. Donc je pense que c'est un bon résultat pour les hommes de Mauricio Sarri. Et ça va être très important le match retour, mais attention à Francfort. Roméo, beaucoup pensent qu'on aura une finale 100% anglaise. C'est possible. Est-ce votre avis? C'est possible parce que ce résultat de Chelsea, je crois que c'est très bien pour les Blues. Les Allemands, lors des quarts de finale, ont été battus à l'extérieur et à domicile, ils ont su changer la donne. Maintenant, ils sont dans une très mauvaise posture. Le fait d'avoir été accroché à domicile, maintenant, vous savez, le football ne dit jamais la vérité. Francfort également peut faire ce que Chelsea est allé faire en Allemagne, même si c'est compliqué pour les Allemands. Je pense qu'une finale 100% anglaise, sympa à exclure. Pourquoi pas? Est-ce que le Paris Saint-Germain devrait être dans cette compétition? Non, la Ligue Europa. Quand on est champion de France, on joue la Ligue des Champions. Voilà. Par rapport à Arsenal, attention, il y a eu le bien encaissé à domicile. Ça veut dire que match retour suffit
Valence peut faire... Il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. Ce n'est pas gagné d'avance. Valence peut gagner 2-0 et se qualifier pour cette finale-là. Donc, c'est vrai que Emery connaît bien cette compétition parce que l'ayant déjà gagné par 3 fois. 3 fois de suite. suite. Je pense donc, mais attention quand même à cette équipe d'Arsenal. Vous le dites si bien, on suivra de très près ces confrontations. On en parlera lundi justement pour la manche retour qui a lieu jeudi prochain. Fini pour les coupes européennes. Cette fois-ci, nous ouvrons la fenêtre des majeurs. English Premier League News. Alors, de retour dans le studio Messanyamé, Armel Waba est là, Franck Lunyama également, Ezekiel Ayataï, Fifia Sogbaï, Roméo Yeter et puis notre invité Noël de Souza de Canal FM. On va s'intéresser à cette première ligue, la 37e et avant-dernière journée, avec le suspense qui reste entier. Oui, plus que 2 journées et une qui commence déjà aujourd'hui avec Everton Burnley. Oui, 2 équipes déjà pratiquement sauvées, et Everton et Burnley qui n'ont plus grand chose à craindre dans ce championnat-là. Eh bien, le suspense se trouve ailleurs avec d'abord ce mano à mano qui continue toujours et toujours, puisque Liverpool va se déplacer demain sur la pelouse de Newcastle United pour encore essayer de chercher les 3 points pour espérer ce titre-là. Et City qui, de son côté, va recevoir Leicester. Attention, City, certes, est à domicile, mais les Foxes en déplacement sont une équipe redoutable. Alors, la différence peut se faire aussi là. Et puis, quand même, en bas de tableau, Fulham et Huddersfield sont déjà en championship. Mais il y a un duel à distance entre Brighton, qui est 17e, avec 35 points, et Cardiff City, l'équipe galloise, avec 31 points. L'opération, elle est simple. Si Cardiff perd, Cardiff ira en championship. Mais si Cardiff gagne, Cardiff va devoir encore espérer que dans le même temps Brighton qui se rend à Arsenal perde, voilà. Parce que si Brighton gagne, Brighton... Ça fait beaucoup de conditions. Voilà, beaucoup de conditions. Bon. Mais pour résumer, Cardiff City n'a pas son destin. Voilà. Et quand même, on va s'intéresser à ce chassé croisé, ce mano à mano, qui... Vous l'aviez dit la dernière fois, c'était un 3 contre 1, que City sera champion. Sauf que Liverpool champion. Pour Roméo sera champion. Liverpool qui va jouer face à Newcastle, entraîné par son ancien entraîneur, ou son ancien coach, Rafa Benitez. Vous pensez que ça peut se jouer quelque part? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que Liverpool déjà peut penser dire au revoir à la trop de pression cette équipe de Ligue des Champions. Non, pas trop de pression en première ligue. Il faut chasser le championnat et en même temps se qualifier en Ligue des Champions. Pour la Ligue des Champions, je pense que c'est déjà fait. Ils vont l'abandonner? Mais c'est le moment de décider. D'accord. Et pour les supporters des Reds, c'est la première ligue. Je crois que Liverpool n'a pas trop de pression en championnat, même si l'équipe, sa victoire finale est conditionnée par un faux pas de Manchester City. L'essentiel, c'est de mettre la pression maintenant sur les Citizens. Liverpool, gagner ce match oblige les Citizens aussi à gagner. Je crois que ça va se jouer jusqu'à la dernière journée. Mais attention, City peut faire un match nul. Noël de Souza? Non, moi je vois Liverpool un peu plus dans les tréfonds parce que vous sortez d'une défaite 3-0 face au FC Barcelone et le voyage également en Espagne. Tout ça compte. Et comment est-ce que les joueurs vont récupérer quand on sait que dans un coin de la tête, il y a beaucoup de choses qui vont commencer par passer parce que vous avez ces joueurs-là, ce sont les mêmes qu'on aligne toujours. Et ça c'est en défaveur de cette formation de Liverpool. Maintenant, Newcastle ne sera pas, je dirais, spectateur et voir Liverpool dérouler. Il y aura toujours des pertes d'énergie et je pense que cette formation... Vous voyez Liverpool perdre, c'est ça? Non, je ne vois pas Liverpool forcément perdre cette rencontre, mais je dis que l'envie ou cette vivacité-là qui devrait animer les joueurs s'ils revenaient du Camp Nou avec ne serait-ce qu'un score abordable, ça allait plus booster le moral. On sait comment ça se passe les rencontres. Et si c'est le contraire au finish, ce sera quoi comme résultat? Oui, peut-être un nul. D'accord. Mais en même temps, moi, je me dis qu'ils peuvent se dire également que c'est déjà perdu pour la Ligue des Champions. Ok, on met tout du côté de la Première Ligue. On peut mettre tout du côté de la Première Ligue et espérer que dans l'autre rencontre, Man City face à Leicester fasse un faux pas, puisque Leicester aussi est quand même
a une petite forme ces derniers jours et pourquoi pas reprendre la première. Et surtout que Leicester a battu City lors de la 19e journée 2-1. Donc ça peut être un indice. Une équation à deux inconnus. Mais je pense bien que les Reds vont miser sur cette dernière journée où City jouera face à Leicester parce que c'est à domicile. Mais Leicester aujourd'hui est entraîné par un ancien Brendan Rodgers qui est un ancien de Liverpool. Et donc il pourra être Liverpool, je le pense. Je n'ai pas un ancien. Thank you very much, Mr. Ramle Waba. Nous filons du côté de Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Ah, là aussi, le suspense est tout entier, Franck Bougnama. Il est toujours là, ce suspense, on va dire à 2 journées, sinon à 3. Parce que lorsqu'on compte la 32e journée, il reste 3 journées de championnat à faire, puisque c'est au total c'est 34. Exact. Donc je pense que le Bayern actuellement a 2 points de plus que le Borussia Dortmund. Donc ça va se jouer jusqu'à l'arrivée. Mais pour ce week-end, le Bayern va faire face à la proie la plus facile de ce championnat, Hanovre 96, qui n'a pratiquement rien à faire. D'accord que voilà, il n'y a pas match. Mais attention, il ne faut pas se jouer trop facile parce que nous sommes en football et tout peut arriver. Bon, Franck Bougnama, cette équipe de Hanovre en 31 rencontres n'en a remporté que 4. Bon, on peut se réveiller sur ce match-là. Donc le Bayern joue contre Hanovre et au même moment, le Borussia Dortmund fait un déplacement compliqué sur les installations de Werder Bremen. Donc ça va se jouer jusqu'à l'arrivée, ce championnat qui devient de plus en plus intéressant. Mais cette 32e journée commence dès ce soir avec le match entre Mayence et Leipzig. Après, samedi, il y a, on va dire, 3, 4, 5 matchs. Mönchengladbach qui reçoit Hoffenheim, Hertha Berlin qui joue contre Stuttgart, Wolfsburg, Nuremberg. Et puis dimanche, on aura 2 matchs, sinon 3. Schalke 04, Augsbourg, Fribourg, Düsseldorf et puis le Bayer Leverkusen qui a rendez-vous avec Francfort. Voilà qui est dit. En tout cas, on suivra de très près cette Bundesliga qui devient de plus en plus intéressante, surtout vers la fin de saison. Le chassé-croisé entre Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Le frein, cette fois-ci, le pays. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, gana la primera, gol. Alors, la Liga déjà en poche pour le Barça. Qu'est-ce que doit retenir pour cette énième journée? Pour cette 36e journée, il faut retenir ce duel à distance entre le FC Séville et Getafe pour la 4e place directe pour la Ligue européenne des champions. Séville qui joue ce soir contre Leganés. Demain samedi, le 20 joue contre le Rayo Vallecano. C'est une rencontre pour ces clubs-là qui luttent contre la relégation. Espanyol Barcelone joue contre Atlético Madrid. Alaves face à la Real Sociedad. Le FC Barcelone se déplace sur le terrain du Celta Vigo. Dimanche, Getafe de Dienda Konam, justement, qui joue pour la 4e place, qualificative pour la Ligue des Champions, reçoit Gérone qui joue contre la relégation. Donc c'est un match aussi important. Eibar face à Betis Séville, Valladolid justement reçoit Athletic Bilbao et puis Valence se déplace sur le terrain de la Lanterne Rouge Huesca qui n'est pas pour l'instant relégué. Vous le dites si bien parce que lorsqu'on jette un coup d'œil au classement, Huesca a 30 points, puis le premier relégable en a 35, le 17e à 37, à quoi? À 2 journées? À 3 journées. À 3 journées de la fin. Tout est encore possible. Et pendant ce temps, au niveau de la lutte pour l'Europe, il y a les FC Séville, Getafe et Valence qui se tiennent à 3 points seulement. Donc la lutte, elle est très très rude. Également du côté de la Liga espagnole. Gracias, señor Héctor. Cette fois-ci, le pays des Blancs et Noirs. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche Team Cup. Au niveau également de la Serie A italienne, on connaît
le champion, bien sûr, c'est la Juventus, mais derrière, il y a une bousculade énorme. Hein. Ah oui, il y a la lutte pour la Ligue européenne des champions et d'autres qui luttent pour fuir la série B qui arrive à grands pas. Donc voilà, donc dès ce soir, on aura quand même le derby de Turin entre la Juve et Torino dès ce soir et le reste des matchs samedi et dimanche. Samedi, on aura le Chievo qui sera face à Spal. Udinese, 17e, premier non relégable, qui croise l'Inter Milan en lutte pour la Champions League. Donc ça va être une vraie bataille. Hein. Oui, justement. La Udinese qui n'a pas droit à l'erreur et l'Inter également de son côté qui voit derrière la Roma et autres arrivées. Dimanche, Empoli reçoit la Fiorentina. La Lazio sera face à l'Atalanta Bergame. Oui, l'Atalanta 4e de cette Serie A qui sera face à la Lazio. Ce sera un gros match lors de cette 35e journée. Parme reçoit la Samp, Sassuolo, Frosinone et puis un autre match entre un mal classé et un autre club en lutte ou en course pour la Ligue des Champions. C'est Genoa, 16e, qui reçoit la Roma. Donc voilà, et puis on aura Napoli-Cagliari et en clôture de cette 35e journée, le Milan, c'est lundi, reçoit Bologne. On constate qu'il y a plein d'enjeux dans cette il y a beaucoup d'enjeux. 35e journée. Le maintien et la course pour l'Europe. Et pendant ce temps, il y a Brescia qui, on va en parler lundi, qui revient en série A italienne. Brescia, l'ancien club d'un certain Roberto Baggio. Voilà. Et puis on parlera peut-être, c'est l'actualité, la Juve justement déjà champion qui veut pousser Bonucci à la porte, à la sortie pour pouvoir séduire Mathis de Ligt. On verra bien ce que ça va donner. C'est pas méchant parce que Bonucci, on a vu les efforts qu'il a fait en quittant le Milan. Oui, mais Mathis de Ligt ne veut pas venir tant que Bonucci est là. Il veut pas avoir autant de concurrence, donc on verra bien. Ça se comprend. Ah oui. L'excellence. De toute façon, Bonucci n'est pas très aimé de la part de Turin. On se rappelle d'abord l'épisode. Mais comment a-t-il pu atterrir là-bas? Oui, mais bon, ça. Il a fait un forcing, c'est ça? Oui, peut-être en étant en équipe nationale aussi, on sait qu'il rend des services. Exact. Mais il n'est pas aimé, surtout il a fait un aller-retour. Il est parti au Milan. Justement, là, les confrontations Milan et Juventus, on voyait Bonucci vraiment en verve contre la Juve. Voilà, je pense qu'il ne fait que payer cela. Voilà, merci. Grazie mille, Ezekiel. Cette fois-ci, destination, le pays où, quand on est champion, on oublie tout derrière. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison, sous les couleurs de Lyon, avant de quitter le club. Alors, du côté de la France, de l'Hexagone, le Paris Saint-Germain, on sait très bien déjà son hexagone, mais derrière, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Problème psychologique, problème d'ego? Dites-nous tout. Bon, Fifi. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais je crois que pour mon analyse, je pense qu'il doit y avoir un problème psychologique par rapport à tout ce qui s'est passé depuis la défaite ou bien l'élimination face à Manchester United. Oui. On n'a plus retrouvé cette équipe du Paris Saint-Germain qu'on a vu dès le début de la saison, même avec l'arrivée de Tourelle. Tout le monde disait qu'il était là, que c'est peut-être l'entraîneur qu'on attendait, mais on a vu que tout s'est effondré après l'élimination face au Red Devils et à la suite on connaît là une élimination ou bien une défaite en finale de la Coupe de France, une défaite inexplicable. Exactement. Mais derrière, on a vu encore le match face à Montpellier la dernière fois, le Paris Saint-Germain, une fois qu'il menait encore par 2-1 à 10 minutes de la fin, et qui va se faire attraper, dépasser. Je crois que c'est psychologique aussi. Les joueurs n'y sont plus totalement. Ils ont déjà la tête aux vacances? Non, pas forcément aux vacances, mais quand ils n'ont pas encore accepté peut-être tout ce qui s'est passé depuis l'élimination. Mais ce sont des professionnels, Fifi. Ce sont des professionnels et c'est quand même regrettable. Maintenant, il faut tout refaire. Heureusement qu'ils avaient déjà plié le championnat. Le championnat. Sinon, s'ils n'avaient pas encore plié le championnat, ça devait être vraiment compliqué, cette fin de saison. C'est l'entraîneur qu'on attendait. Et malheureusement, depuis Comboiré, Laurent Blanc, passant par Emery, Ancelotti et tous les autres, c'est lui qui a la pire saison. Oui, avec tous les millions d'euros que le Paris Saint-Germain investit. Franck Mouniama. Peut-être
Votre avis nous intéresse. Vite fait d'encenser Thomas Tuchel. Vous pensez? Oui, peut-être. Avant d'arriver au Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'il a gagné? Une Coupe d'Allemagne, c'est tout. Il n'y a rien dans Mais il a apporté beaucoup au Borussia Dortmund en matière de jeu. Bien sûr, il n'y a rien dans son palmarès. Et puis la gestion du groupe, Thomas Tuchel n'a pas réussi à mettre... Vous le trouvez léger? Oui. Et puis, il a l'habitude de trop cajoler certains joueurs. En venant de l'Allemagne, il est venu avec une couronne pour Neymar. Hein, il a tout dit, il a clamé haut et fort. Mbappé, voilà. Ouais. Non, donc quand on veut s'imposer dans un groupe où il y a beaucoup de stars, on ne doit pas laisser transparaître, on va dire, ses attitudes, ses habitudes. Donc je crois qu'à partir de ce moment, il a échoué un peu dans la gestion du groupe, dans sa communication. Aujourd'hui, il dit on n'a pas de joueurs, Rabiot nous manque, alors qu'au même moment, vous avez sanctionné Rabiot. Je ne sais pas ce qu'il veut. C'est pour nous dire que c'est pas lui qui l'a sanctionné. Il doit s'imposer. En tant qu'entraîneur, il doit s'imposer. Si le directeur sportif dit, par exemple, on n'a pas besoin de Rabiot, mais en tant qu'entraîneur, vous devez le défendre. Si vous savez que le joueur doit apporter beaucoup de choses dans votre système tactique, vous le défendez. Il ne l'a pas fait. Maintenant, il pleure. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je pense qu'il a manqué de communication, de gestion dans le groupe. Et puis, il y a trop d'ego. Les joueurs sont trop encensés alors qu'ils n'ont rien gagné. Lorsqu'on a gagné, par exemple, Rennes, on commence par crier oui, l'Europe est prévenue. C'est bizarre. Donc, je pense qu'il faut revoir tout ça. 30 secondes après, on aura le temps de revenir sur la saison de Paris Saint-Germain. Je pense qu'en soi, le fait que Tuchel encense ses joueurs, ce n'est pas une mauvaise chose. On a vu aussi avec Zidane qui disait tout le temps que Cristiano c'est le meilleur. Maintenant, le problème se trouve au niveau des joueurs qui doivent être conscients, qui doivent se montrer plus sérieux dans le travail. Et par rapport à ce qu'ils gagnent comme salaire? Oui, voilà. Maintenant, l'autre problème aussi, c'est quand même la direction. On a tout changé dans cette équipe. On a changé les entraîneurs, on a changé les joueurs. Le directeur sportif. Oui, le directeur. Peut-être qu'on doit changer. Le président. Oui, peut-être. Oui. Il est comptable, c'est ça? Je ne sais pas. Il est comptable, forcément. C'est lui qui rend les comptes. C'est lui qui prend certaines décisions. C'est ça. Et puis quand même, on ne peut pas espérer mieux quand il y a, comme Franck l'a dit, un directeur sportif et puis l'entraîneur qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur des choix. Ça veut dire que le mal, il est très très profond au sein de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et cette année, nous l'a véritablement révélé. Fifi, on va parler d'autres matchs. Oui, on va parler de la 35e journée de la Ligue 1 qui commence dès ce soir. C'est Strasbourg qui reçoit Marseille. Bon, Marseille, victoire ou défaite? Je ne sais plus, puisque le dimanche dernier, je croyais que Marseille avait les atouts pour battre Nantes à domicile, mais ça ne s'est pas fait. Maintenant, face à Strasbourg, Marseille qui se déplace, Armel a souvent dit que Marseille, quand ils jouent à l'extérieur, ils n'ont pas de pression. Donc, non, mais depuis l'arrivée de Balotelli, on a vu mieux de la part de Marseille à domicile. D'accord. Donc maintenant, là, je ne sais pas ce qui va se passer. On va suivre ce match. Mais attention, maintenant, Marseille qui voulait être européen, qui s'est fait dépasser par Montpellier. La dernière fois, ce sera compliqué maintenant. Et le samedi, le Paris Saint-Germain qui reçoit Nice. Bordeaux qui joue Angers. Guingamp qui reçoit également Caen. Guingamp qui est pratiquement en Ligue 2. Attention pour ce match. Je crois qu'en cas de défaite, en cas de défaite, ce sera plié pour Guingamp. Reims qui reçoit Nîmes. Et puis dimanche, il y a Montpellier, Amiens. Nantes joue Dijon. Toulouse reçoit Rennes. L'Est, Monaco, Saint-Etienne. Une belle occasion pour Saint-Etienne aussi de s'éloigner encore davantage. Mais attention, Monaco aussi a besoin de points pour se maintenir. Absolument, même s'ils ont fait 2-2 face à Rennes. In extremis, puisqu'ils ont été menés 2-0 avec un doublé de Falcao qui leur permet en tout cas d'être encore devant le premier relégable. Et puis en clôture, il y a ce match-là qui va tout dire sur la deuxième place. Lyon qui reçoit Lille. Oui. Lille, en cas de... Qui reçoit Lille. Lyon reçoit Lille. Ah, Lyon qui reçoit Lille? Oui. Ah, d'accord. En cas de victoire de Lyon, parce qu'il y a désormais 4 points entre Lille et Lyon. Oui. Si Lyon arrive à gagner ce match, ce sera un point. Et il restera 3 journées. Et ce sera complet. Ce sera très très chaud. Ah oui, c'est clair. Mais si Lille arrive quand même à dominer Lyon, ce sera peut-être fait pour 7 points. Ce sera peut-être une équipe de Lyon sans croc qui fait plus peur du tout. Cette équipe, de Jean-Michel Aulas.
on va peut-être parler, on aura le temps d'en parler si vous voulez lundi, les trophées UNFP avec voilà les meilleurs joueurs, meilleurs gardiens. Qu'est-ce qui fait rire vous? On les connaît. Vous les connaissez? Oui. Nicolas Pepe qui est quand même nominé pour le titre de meilleur joueur de la saison. Il est bien parti, non? Il est bien parti, mais en face à Kylian Mbappé, Di Maria. Surtout Mbappé. Mais ce serait bien pour Pépé qui fait une saison extraordinaire. Mais ce sera compliqué. Il faut donner ça à Pépé. Oui, Roméo n'est pas d'accord parce que la dernière fois on a donné le trophée à Mané. Non, un trophée à Mané. Non, à Pépé c'est mieux avec les dérapages de Kylian Mbappé. Il faut le souligner qui est en train de copier malheureusement Neymar. C'est le meilleur joueur qui se décide. Oui, mais je dis dans son comportement, Mbappé est en train de comporter, en train de copier-coller de Neymar. Neymar, quand il crie après une défaite, qu'il y a des jeunes qui ne l'écoutent pas. Si tu veux qu'on t'écoute, ce n'est pas le modèle en allant frapper dans la figure d'un supporter en même temps. Donc je pense que les Qataris ont beaucoup d'argent, ils ont mis ces joueurs-là dans des cages dorées, ce qui fait qu'ils sont dans une folie pas possible. Exactement. Donc je pense qu'il va falloir ramener un entraîneur comme José Mourinho ou un entraîneur fou qui peut engueuler. C'est la psychologique. Mourinho là-bas. Paris Saint-Germain en a vraiment besoin. Voilà qui est dit. Et ça se termine. Quelqu'un qui peut l'été en affaire en face. Donc je pense que c'est de ça ils ont besoin. Merci Noël et ça se termine dans la bonne humeur. On va faire le tour de table pour les salutations à l'endroit des inconditionnels de cette émission. Armel Waba. Oui, je commence par... La dernière fois, c'était tout ce qui était à l'extérieur. Oui. Voilà, cette fois, ce sont ceux qui sont à l'intérieur. D'accord. Voilà. Il y a le colonel Djibril, le chef communication des forces armées togolaises, que j'ai découvert fanatique de PFE. D'accord. Voilà. Donc, salut au colonel. Salut à Léonce Bachi, ça fait un moment, à Mathieu Compressor, Delanov, tous ces gens-là qui sont barcelonais et qui croient fort que c'est la meilleure saison pour eux. Et puis, salut particulier aussi à Sika. Ezekiel Ayataï, pendant ce temps, Théo Javon, tu peux nous envoyer notre belle mélodie, Bergenon de P-Square et puis Dave Scott en attendant, oui. Ezekiel? Moi, je fais un coucou spécial au U15 de Swallows. Oui. Bonjour. Finalement, combien c'est 4 6. Je dis bonjour également à Lakwe, alias Patassé, Alex Patassé. Oui. Bonjour à Rachid Alassani, Manoua Kouité et tous ceux qui nous suivent du côté des Didjalé. Bonjour à l'équipe de Mouzou FC. Noël. Non, bon, permettez-moi de dire bien une chose à ma petite Grace. Ça fait déjà une bougie, c'était le 1er mai dernier. Ah, joyeux anniversaire. Ouais. Elle est née sur la fête du travail, c'est ça? Ouais. Elle travaille beaucoup. Ah, super. Donc, je vais saluer le secrétaire général de 2A Foot, Ahmed, et également tous les membres de la coalition. Ils se connaîtront. Franck Lunyama. Oui, bonjour aux inconditionnels de cette émission. Excellent début de week-end. Roméo. Vous êtes nombreux. Bonjour à tous. Je pense à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Je pense à Lawal, à Godwin, à Pedro, à Steven Lafont, à l'ami Chebré. À l'ancien directeur de la coalition. Désormais membre de la coalition. Nous sommes membres directeur de TV2. Ah oui. Au passage, du courage à vous. Je n'oublie pas également tous les membres de la plateforme TV. Il y a visé Tao, Léon Bati et les autres. Voilà qui est de PSG. Elliot Mablé, bonjour. Merci Roméo, mille merci à Armel Waba, Franck Lunyama, Ezekiel Ayataï. Encore une fois, merci à Noël de Souza qui a répondu à notre invitation. Sans oublier Fifi Assobavi, notre majesté. La mise en onde de ce numéro a été signée Théo Javon. La réalisation vidéo est à suivre sur le www.radiosportfmtg.com avec la complicité de Elom Adovon. On vous souhaite une belle fin de semaine en compagnie des programmes de Sport FM. Très bientôt. Ciao, ciao.